Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h ce soir. C'est la première contamination en Europe. Une infirmière espagnole a été infectée par le virus Ebola. L'inquiétude grandit. En France, des parents ont refusé de déposer leurs enfants dans une école primaire de Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Motif invoqué, la présence d'un enfant de retour de Guinée, un pays touché par Ebola. Les éléments dans le tour de l'info tout à l'heure. Tandis que l'enquête sur l'affaire Big Malion s'accélère, un autre front judiciaire s'ouvre pour Nicolas Sarkozy. Des juges vont se pencher sur le paiement par l'UMP de pénalités qui lui ont été infligées après l'invalidation des comptes de campagne 2012. Alors les affaires, la justice, les juges, ce sont les thèmes du grand décryptage du lundi avec Fabrice Arfi de Mediapart et Geoffroy Lejeune de Valeurs Actuelles tout à l'heure. Manuel Valls à la City, le Premier ministre a déclaré sa flamme à l'entreprise dans la langue de Shakespeare. Devant un parterre de banquiers et d'hommes d'affaires, il a lancé « My government is pro-business » après l'avoir répété en allemand lors de son voyage à Berlin. Le drapeau noir de l'État islamique flotte tout près de la frontière turque. La ville syrienne de Kobané est sur le point de tomber aux mains de l'organisation terroriste, malgré les bombardements de la coalition internationale. Tous les détails dans ce journal. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Le nom de Nicolas Sarkozy cité dans plusieurs affaires. Une information judiciaire a été ouverte par le parquet de Paris. Des juges vont donc enquêter sur le paiement par l'UMP des pénalités infligées après l'invalidation des comptes de campagne 2012. Et puis, il y a aussi les suites de l'affaire Big Malion. On fait le point avec Jérôme Bonnard. L'étau est-il en train de se resserrer sur Nicolas Sarkozy? C'est du moins ce qu'affirme Le Monde aujourd'hui. Jusque-là, les policiers du pôle anticorruption enquêtaient sur un simple abus de confiance. Ils pourraient requalifier l'infraction en financement illégal de campagne électorale. Avec ce changement de qualification, c'est l'ancien président qui serait directement visé. Toujours selon nos confrères, l'enquête Big Malion et les récentes auditions confirmeraient l'existence de ces fausses factures. Près de 19 millions d'euros au total, destinés à masquer un éventuel dépassement de campagne en 2012. Nicolas Sarkozy a pourtant toujours nié connaître l'existence de Big Malion à l'époque. Dans la journée, certains cadres de l'UMP ont affirmé leur soutien. Pourquoi ne pas le croire? Et pourquoi le croire? C'est peut-être aussi parce qu'il était au sommet de l'État qu'il avait d'autres choses en tête. Mais Nicolas Sarkozy, il était, je vous rappelle, président de la République et je l'ai jamais vu se passionner pour les questions d'intendance. La société Big Malion, justement, elle s'occupait d'intendance et elle se targuait de le faire de manière extensive. Mais les policiers de l'anticorruption persistent. Ce soir, une nouvelle enquête liée à 2012 est ouverte. La justice s'intéresse désormais à la prise en charge par l'UMP des 400 000 euros de pénalités infligées au candidat Sarkozy après le rejet de ses comptes de campagne. L'ancien président voulait marquer son retour en politique. Pour l'heure, il a réussi, malgré lui. La France s'écroule. Voilà, et débat à suivre dans quelques instants avec nos invités, le journaliste de Mediapart, Fabrice Arfi, auteur du livre Le sens des affaires, voyage au bout de la corruption, et le rédacteur en chef adjoint à Valeurs Actuelles, Geoffroy Lejeune. Et vous pouvez réagir via le hashtag le22h sur tous ces sujets, les affaires, la justice, Nicolas Sarkozy. Vos remarques seront relayées à l'antenne tout à l'heure. Dans l'actualité, Manuel Valls en déplacement à la City, le Premier ministre a déclaré sa flamme à l'entreprise dans la langue de Shakespeare. Devant un parterre de banquiers et d'hommes d'affaires, il a lancé « My government is pro-business » après l'avoir répété en allemand lors de son voyage à Berlin. Sophie Normand. Opération séduction, cette fois-ci devant la communauté financière britannique, mais avec toujours la même ode aux entreprises. J'aime les entreprises. Grâce à la traduction, vous l'entendez. Mais je vais le dire en anglais d'une autre manière, parce que c'est important de le dire ici, à la Cité. My government is pro-business. En français, mon gouvernement est pro-business. Un message répété à 2 reprises, au cours d'un discours qui aura notamment vanté l'attractivité de la France, invitant les financiers de la City à y investir. Mission ardue pour Manuel Valls, accueilli ce matin par son homologue britannique. Bien que nous soyons issus de familles politiques différentes, nous avons beaucoup à partager en termes d'expérience sur ce que nous devons faire. Alors oui, je suis ravi de vous accueillir ici.
La rencontre se veut chaleureuse, mais il s'agit bien pour Manuel Valls de convaincre outre-Manche au moment où la France se voit reprocher de ne pas en faire assez pour réduire ses déficits. Alors oui, la France est engagée sur la voie d'importantes réformes qui, oui, finiront par rétablir compétitivité, croissance et comptes publics. Une détermination affichée qui devrait accompagner Manuel Valls aux Pays-Bas et au Luxembourg le 20 octobre prochain pour la poursuite de cette tournée européenne. Les ténors de l'UMP divisés face au mariage pour tous. Au lendemain du rassemblement de la Manif pour tous, les responsables de droite affichent leurs différences quant au devenir de cette loi. En meeting ce soir, Nicolas Sarkozy affirme qu'il faudra la réécrire, les nuances et les ambiguïtés des uns et des autres, rappelées ce soir par Mounir Soussi. Regardez. Des élus UMP dans la rue côte à côte contre la loi Taubira. Derrière cette image d'unité se cachent plusieurs lignes de fracture. 18 mois après la légalisation du mariage homosexuel, cette question sociétale agite toujours la droite, où les ténors n'ont pas les mêmes positions sur l'avenir de ce texte. Personnellement, moi je demande l'abrogation de la loi Taubira. Parce que ce que je vois, c'est que l'arrêt de la Cour de cassation, la CEDH, nous amène, si on laisse cette loi en état, vers la GPA, vers la PMA, vers la possibilité d'adoption par des couples homosexuels. Et je ne souhaite pas qu'on remette en cause cette conception de la filiation. Pour une grande partie de l'UMP, notamment François Fillon et ses proches, cette proposition n'est pas tenable. Il propose plutôt une réécriture de la loi. Bruno Le Maire, candidat à la présidence du parti, et Nathalie Kosciusko-Morizet se sont abstenus au moment du vote. Aujourd'hui, ils estiment qu'il est impossible de revenir en arrière. Je l'ai dit, je ne souhaite pas l'abrogation de cette loi. Je pense que ce serait ni une bonne chose sur le fond, ni d'ailleurs quelque chose de possible, parce que personne ne voit bien comment ça pourrait fonctionner. Ça veut dire qu'il y aurait des gens qui auraient été mariés. On ne peut pas les démarier, mais on n'en marierait plus de nouveau. Enfin bon. Pour trancher le débat, Hervé Mariton, en campagne pour la présidence du parti, propose de s'appuyer sur la base pour fixer la ligne. Au bout du compte, comment faire? Eh bien, après tout le débat que l'on veut, voter, le vote des militants. Moi, ma position est claire. Et c'est sur cette position que je ferai voter les militants. Un scrutin sensible, car selon un récent sondage, 56% des sympathisants de l'UMP ne souhaitent pas revenir sur la loi Taubira. Une donnée qui pourrait expliquer l'absence de position tranchée de la part de Nicolas Sarkozy depuis son retour sur la scène politique. La suite du 22h, tandis que l'enquête sur l'affaire Big Malion s'accélère, un autre front judiciaire s'ouvre pour Nicolas Sarkozy. Des juges vont se pencher sur le paiement par l'UMP des pénalités qui lui ont été infligées après l'invalidation des comptes de campagne 2012. Nicolas Sarkozy se déclare ce soir renforcé par ces attaques. Alors les affaires, la justice, les juges, ce sont les thèmes du grand décryptage du lundi. On en parle avec nos invités ce soir. Fabrice Arfi, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous êtes journaliste à Mediapart, auteur de ce livre Le sens des affaires, voyage au bout de la corruption chez Kalman Levy. Avec nous également Geoffroy Lejeune, bonsoir et bienvenue, rédacteur en chef adjoint à Valeurs Actuelles. On est ravis de vous accueillir. Merci. Et notre chroniqueur économique, Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors on va parler bien sûr en détail de votre livre, Fabrice Arfi, mais d'abord l'actualité ce soir, c'est l'ouverture de cette enquête judiciaire où le nom de Nicolas Sarkozy est cité autour de l'invalidation de ses comptes de campagne et où l'ancien président est directement visé. Est-ce qu'il y a aussi l'affaire Big Malion, l'agenda, le calendrier judiciaire s'accélère en même temps que l'agenda politique en ce moment? Non, je crois pas. Alors des fois, c'est vrai qu'il y a des conjonctions de planètes comme ça que les médias aiment bien solliciter. En l'occurrence, l'ouverture de l'information judiciaire, c'est-à-dire qu'on va confier une enquête au juge, est simplement la suite logique d'un processus judiciaire entamé depuis plusieurs mois, puisqu'il y avait préalablement à cette enquête judiciaire, cette instruction, une enquête préliminaire sur ces faits. Donc nous sommes simplement sur une officialisation judiciaire de faits qui étaient connus depuis des mois, à savoir que Nicolas Sarkozy, au lieu de supporter personnellement, comme la loi le lui imposait, les coûts de sa campagne présidentielle et surtout de ses dépassements, il les a fait supporter à son parti et même aux militants avec, souvenez-vous-en... Vous ne voyez aucune concordance, concomitance justement entre le calendrier des juges et l'agenda politique? Mais non, à chaque fois qu'il y a des affaires, le monde politique veut voir la main sourde, aveugle et secrète. Non, bien sûr, c'est une question et c'est normal de la poser. Mais moi, ça fait 7 ans que je suis à Mediapart, 15 ans que je fais ce métier. À chaque fois que des affaires sont sorties, que la presse les sort ou que la justice enquête, on veut toujours trouver un complot qui est en fait une façon de se rassurer soi-même et de ne pas parler au fond et de vouloir trouver des conspirations qui n'ont pas lieu d'être. Ce qui compte, ce sont les vérités. Ce qui compte, ce sont les vérités de fait. C'est le cours normal des affaires et de la justice. J'en sais rien, moi je suis pas, contrairement à Fabrice Arfi, spécialiste des affaires judiciaires, mais je m'étais amusé il y a 2 ans, je crois, à faire une frise dans Valeurs Actuelles, une frise de toutes
toutes les cartes postales envoyées par Sarkozy ou de tous les événements qui le concernaient et puis de tous les événements judiciaires. Et puis il y avait toujours, vous savez, 1, 2, 3 jours ou une semaine d'écart. Donc du coup, je veux bien croire à votre thèse. J'aimerais y croire à votre thèse, mais j'observe, voilà, c'est juste une observation. Moi, je suis pas dans les petits secrets, que il y a quand même une conjonction à chaque fois assez sidérante, quoi. Et puis, j'ajoute que, de la même manière, sur les affaires qui concernent Nicolas Sarkozy, je ne veux pas commenter le calendrier judiciaire. En revanche, la presse est toujours informée au bon moment. C'est-à-dire que les fuites dans la presse... Le secret de l'instruction, voilà. je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il n'existe plus. L'histoire des amendes, par exemple, oui, là, qui vaut le Mediapart, Mathilde Mathieu, qui suit tout le financement de la vie politique à Mediapart, elle en a parlé il y a 6 mois sur Mediapart. L'information était publique, elle était connue. Maintenant, il y a un processus judiciaire parce que la justice se met en branle. Alors oui, le temps judiciaire n'est pas le temps médiatique, et encore heureux, mais sincèrement, on peut en effet faire tous les rapprochements possibles de calendrier, de date. Voilà, nous avons sorti, nous, l'affaire Karachi en 2008 sur Mediapart, l'affaire Bettencourt en 2010, l'affaire Kadhafi en 2011. Enfin, dans votre livre. On pourra toujours trouver, mais c'est encore une fois, c'est un écran de fumée pour ne pas répondre sur le fond. Alors on va faire le point aussi, oui. Non, je voulais juste, par exemple, quand vous sortez à une semaine du second tour de la présidentielle, un témoignage dans le dossier du financement par Kadhafi de la campagne de 2007. C'est pas. On aurait dû le retenir. Non, c'est pas ça. Oh là là, non, mais vous l'avez peut-être depuis longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? C'est à une semaine dans le second tour. Comme vous le dites vous-même, vous l'avez peut-être, donc vous ne le savez pas. En l'occurrence, si vous lisez Mediapart, le premier article sur le financement libyen date de juillet 2011. Mais le témoignage explosif qui est censé faire tomber Sarkozy, etc. Mais il n'est pas témoignage explosif. Nous avons des éléments. Ils sont vérifiés. Ce serait un crime journalistique de retenir une information. Je peux juste préciser que sur Kadhafi, il y a quand même, on va dire que la justice va statuer sur ce document qui est qualifié de faux par certains et que par Sarkozy. Non. Il y a 2 enquêtes. Oui, des journaux. Il y a 2 enquêtes judiciaires. C'est un journal, donc il y a deux versions. Attendez, il y a 2 enquêtes judiciaires. Il y a une enquête judiciaire sur le fond des faits pour corruption qui vise M. Sarkozy. Et M. Sarkozy a déposé plainte pour Mediapart pour faire oublier cette enquête. M. Sarkozy ne nous a jamais poursuivis en diffamation pour rien. D'ailleurs, moi, je n'ai depuis 7 ans jamais été condamné en diffamation pour une seule des affaires qui sont là. C'est un détournement de procédure de M. Sarkozy qui ne vise en réalité qu'une chose, trouver nos sources. Alors, il y a la justice, il y a aussi les affaires d'argent, Jean-Luc Gombault. Sur cette nouvelle information judiciaire ouverte, précisons que le Conseil constitutionnel avait invalidé les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy pour dépassement de plafond de dépenses autorisées par la loi et lui avait infligé une amende. Cette amende qui a été portée par l'UMP au lieu qu'elle soit portée par le candidat. C'est cela dont il est question. C'est exactement ça dont il est question. Et on sait, en fait, depuis la fin 2013, qu'il y a eu un impair. C'est vrai que c'est connu depuis la fin 2013. Et d'ailleurs, on s'étonne. Comment se fait-il que M. Sarkozy et surtout M. Copé et l'UMP n'aient pas vu le problème? Parce qu'il est clair que M. Sarkozy est responsable de sa campagne. Ce n'est pas une campagne de l'UMP, c'est une campagne pour l'élection présidentielle dont il est le principal protagoniste. Et il était bien entendu que c'était à M. Sarkozy de payer l'amende qui correspondait, ce qu'il n'a pas fait. Et on peut se demander pourquoi ne l'a-t-il pas fait. Alors moi je pense qu'il y avait un aspect qui sans doute qu'il s'est dit, si je paye la totalité de l'amende, je reconnais une certaine forme de culpabilité. Et ce qu'il n'a pas voulu faire. Il a versé, je crois que c'était 7 500 € à peu près. Je crois que c'était le montant maximum. Oui, par rapport à la déduction fiscale, mais ce qui était rien. C'est son propre sarcoton. Mais qui est une mobilisation de l'UMP. D'ailleurs, l'UMP a dit, c'est pas normal que M. Sarkozy paie la totalité de l'amende, car nous incluons l'amende dans un refinancement global de 11 millions d'euros de l'ensemble de l'UMP. Donc c'était inclus dans l'ensemble de l'UMP. Mais en réalité, la sanction du Conseil constitutionnel, ça devait porter sur M. Sarkozy. Il y a en même temps les réactions qui s'affichent à l'écran. Il y en a beaucoup qui parlent d'acharnement, d'autres qui parlent justement du cours normal de la justice. Geoffroy Lejeune, et maintenant, on va dire sur les ambitions politiques de Nicolas Sarkozy, l'UMP évidemment au-delà, est-ce que justement ça va contrarier sa longue marche de la reconquête? Parce qu'évidemment, les adversaires, ils en profitent en ce moment. Déjà, moi, sur le plan politique, je vais juste souligner quelque chose, c'est que depuis que les affaires ont commencé pour Sarkozy, il a réussi quelque chose qui est assez exceptionnel, faut le dire, c'est de mettre dans la tête des gens et de faire accepter par tout le monde que c'était de l'acharnement politique. C'est vrai, c'est pas vrai, j'en sais rien, mais en tout cas, les gens, les militants... Encore, il se pose voilà, exactement. Donc moi, j'ai envie de dire, mais ça va plus loin, parce que Berlusconi, il avait remis en cause le fonctionnement même des juges, etc. Sarkozy va même pas aussi loin. Il a juste dit... Les attaques contre les juges ont été
d'une violence inouïe de Nicolas Sarkozy. Il est même allé à la télé pour le dire. Il est allé aussi loin que Berlusconi, et moi je pense qu'il a tort de ne pas être allé aussi loin. Justement, parlons des juges. Les juges qui vont maintenant, là je parle de l'affaire Big Malion, s'attacher à évaluer son degré à Nicolas Sarkozy de connaissance de ce système mis en place. Un mot, Fabrice Arfi, sur ce trio de juges à la manœuvre, Van Ruymbeck, Leloir, Tourner, quelle réputation? Mais il n'y a pas de juge à la manœuvre. Non, mais à la manœuvre dans le dossier, il y a des juges qui, bien sûr, mais enquêtent. Ça fait partie des 3 plus grands juges anticorruption connus dans ce pays. Ils ne sont pas nombreux. Hein. C'est d'ailleurs un énorme problème de la justice anticorruption dans ce pays. Il y a une dizaine de magistrats au pôle financier du TGI de Paris qui s'occupent de ces affaires. Vous avez parlé par exemple de M. Tourner. Il a aussi l'affaire libyenne, il a aussi l'affaire Tapi, il a aussi l'affaire Dassault, il a aussi l'affaire UBS. Vous vous rendez compte, une seule de ces affaires devrait mobiliser plusieurs juges à temps plein. Donc nous avons une pauvreté du système judiciaire qui nous amène d'ailleurs au début de notre conversation, qui explique pourquoi la justice est aussi longue, pourquoi par exemple dans l'affaire Karachi, nous allons avoir un procès en 2015 pour les seconds couteaux politiques de l'affaire, 20 ans après, et que l'enquête sur les ministres, à savoir messieurs Sarkozy, Léotard et Balladur, ne fait que commencer dans ce tribunal d'exception pour hommes politiques qui s'appelle la Cour de justice de la République. Quelle pédagogie citoyenne voulez-vous donner au peuple quand la justice est aussi lente et qu'elle est entravée par un nombre de verrous institutionnels qui empêchent de considérer la corruption comme un véritable assassinat contre l'idée de société organisée? Alors, il n'empêche, il y a quand même 6 affaires, sur le dos de M. Sarkozy, sur lesquelles il est plus ou moins impliqué. Je ne peux pas démontrer qu'il y a un acharnement, bien entendu, je ne peux pas le savoir, mais quand même, il y a un compte à régler entre M. Sarkozy et les juges, qui d'ailleurs, dont il voulait supprimer même la propre fonction. Mais les faits sont les faits. S'il y a des faits commis par M. Sarkozy, on ne va pas demander aux juges comme les 3 singes, de se mettre la main devant la bouche, les oreilles et les yeux. Ils travaillent, les juges. Donc les faits sont commis, les faits sont là, y compris même dans l'affaire Bettencourt. On a voulu nous faire croire que M. Sarkozy... Il y a eu un non-lieu. Attention à la manipulation. Il y a eu un non-lieu sur un délit, l'abus de faiblesse. Les juges écrivent noir sur blanc dans leur... Écoutez-moi, les juges ont écrit noir sur blanc, après moult et moult recherches, comme vous dites, dans l'ordonnance, qu'il y avait des charges suffisantes contre Nicolas Sarkozy pour un financement politique illégal. Pourquoi n'a-t-il pas été poursuivi? Parce que c'était prescrit. C'était prescrit pénalement. Un politique comme un autre? Nicolas Sarkozy? Oui. Non, ça n'est pas un politique comme un autre de ce point de vue-là. Et j'espère le démontrer de manière documentée dans le livre, que l'histoire du sarkozysme, c'est aussi l'histoire d'une petite bande de personnes qui a grandi à l'ombre d'une mairie qui s'appelait Neuilly-sur-Seine, à l'ombre d'un conseil général qui s'appelait le Conseil général des Hauts-de-Seine, ensuite d'un ministère, le ministère de l'Intérieur, puis de la maison mère, l'Élysée, où on a vu très souvent l'intérêt public se consumer sur l'autel des intérêts particuliers. Aujourd'hui, le sarkozysme remplit des armoires au palais de justice de Paris. Pas que Nicolas Sarkozy, tout son premier cercle. On va attendre aussi les faits, hein, comme vous dites, et les condamnations, s'il y en a. Les condamnations, quand même. Bien sûr qu'on attend les condamnations, mais ça doit pas empêcher l'intelligence et de regarder les faits. Et les débats que nous tenons ce soir. Bien entendu, les débats et les gens qui sont contre. Et ça peut se faire avant 2017 ? Pas tout, non. La justice est lente par définition et a fortiori avec la pauvreté. Voilà, elle s'accélère. Moi, je voulais juste dire quelque chose sur l'affaire Big Malion. C'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup rire, parce que ça vous énerve énormément, toutes ces histoires de corruption, de Sarkozy, etc. Il y a quelque chose que j'ai toujours pas compris. Il y a quelque chose que j'ai toujours pas compris depuis le début de cette affaire Big Malion, c'est qu'en fait, qui a été volé dans cette histoire? Je parle pas de l'aspect judiciaire, je parle juste de l'aspect politique et l'aspect gênant pour se représenter devant le suffrage universel. Qui a été volé dans cette histoire, si tout ça est avéré? C'est les militants de l'UMP. Or, aujourd'hui, tous ceux qui s'acharnent à expliquer que Sarkozy est un corrompu, que c'est terrible l'affaire Big Malion, ce sont des gens qui en fait n'aiment pas l'UMP, assez peu qui ont leur carte à l'UMP. Non. Écoutez, il y a une règle dans le pays. Il y a un autre aspect qui est fondamental, c'est qu'il y a des règles sur les financements politiques. Il y a des plafonds à ne pas dépasser pour une raison très simple, c'est un principe d'équité entre candidats, que ce ne soit pas le plus riche qui gagne, que ce soit en quelque sorte les idées qui permettent de l'emporter. Si M. Sarkozy, la campagne est plafonnée à 22 millions, mais qu'en fait il a triché. Il a perdu surtout. Oui, il a perdu, d'accord, mais qu'il a triché, que sa campagne a coûté 40 millions d'euros, bon, c'est une question qui se pose pas simplement aux militants de l'UMP, évidemment aux militants de l'UMP, mais à toute la société. C'est une question d'équité, c'est une question de vertu publique. En attendant, il a perdu, donc vous n'allez pas vous
plaindre qu'il ait dépensé plus. Enfin, le problème, entre guillemets, a été réglé le 6 mai 2012. Maintenant, c'est terminé. Ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde explique, oh là là, il y a quand même de l'argent qui a été volé dans les poches des gens. En trichant, c'est tricher quand même. C'est terrible, c'est terrible. Les militants de l'UMP, ils en ont rien à faire qu'on leur ait volé de l'argent. Ils ont même d'ailleurs refinancé un sarcoton. Les militants de l'UMP sont derrière Nicolas Sarkozy pour le moment. Nous verrons dans les sondages. Mais vous avez raison, il y a un point de droit sur le financement des campagnes. Ou M. Guérini, si on parle de la gauche. Hein, exactement. Chaque chose, il y a la politique et puis il y a le droit. Et on va parler de la corruption, du sens des affaires. Fabrice Arfi, c'est votre livre. Alors, vous revisitez quelques-unes des affaires mises au jour par Mediapart, des scalps, j'allais dire. Peut-être que vous accrochez à votre ceinture. Des scalps? Oui. Non, moi je n'ai aucun rapport. Non, je n'ai pas de rapport personnel et je ne cherche pas du tout à faire tomber des têtes. Et c'est précisément l'objet de ce livre, de montrer, j'espère, de la manière la plus sincère et documentée possible, que les affaires ne sont pas des espèces de faits divers financiers spectaculaires qui débarquent comme ça au journal de 20h et qui en disparaissent. Vous montrez justement les coulisses, l'arrière du décor, et on découvre finalement, c'est la fabrication du journalisme, d'investigation, c'est-à-dire ces moments de doute. Vous en avez, des convictions, vous en avez beaucoup, et des combats aussi, parfois politiques. Politique? Oui, je vous pose la question. Si vous prenez la politique au sens de l'intérêt commun et de la cité, de la chose publique. Oui. Bien sûr, de la chose publique. Et j'ai pas peur, en effet, des mots république et des mots démocratie et de ce que les affaires nous révèlent à la fois de nous-mêmes et des incroyables verrous dans ce pays qui a parfois tendance à se penser comme une île au milieu du monde qui est concernée par la corruption. Le problème n'est pas tant que la corruption existe, je vais peut-être choquer, qu'il y ait des gens, par exemple des journalistes, mais d'autres pour la révéler. Le problème, c'est qu'on a une classe politique qui ne prend pas à bras-le-corps ce poison qu'est la corruption et qui décide de faire sauter les verrous institutionnels, culturels, politiques, judiciaires. Vous allez être d'accord, il y a eu plusieurs affaires et à chaque fois, on n'a pas l'impression qu'il y a eu le sursaut nécessaire. Déjà, vous devriez, je pense que vous vous réjouissez de la création de la HATVP, la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique, qui est l'officine Mediapart par excellence. C'est-à-dire qu'en gros, on a créé quelque chose qui va contrôler la classe politique, et donc c'est ça qui a révélé notamment les histoires de Jean-Marie Le Guen, etc. C'est un truc, ça a été créé par vous, pour vous, enfin philosophiquement, j'entends, ça a été créé pour vous faire plaisir. C'est un truc qui va créer de la transparence. On va faire plaisir. L'Élysée va faire plaisir à Mediapart. Vous êtes dans une logique légèrement conspirationniste. Non, simplement d'inspiration philosophique. Vous parlez d'une alliance objective philosophique. Oui, bon, bien sûr. Bah, oui. Non, mais je vais vous dire pourquoi je dis ça, Fabrice. Parce que pour la première fois, je trouve ça très intéressant. Vous dites à Sonia Mabrouk que évidemment c'est un combat politique. Moi je le pense, je suis content que vous l'assumiez, que c'est un combat politique pour une certaine vision de la démocratie, de ce qu'elle doit être, etc. Qu'on appelle la publicité en fait, avant que le mot soit capté par la valeur marchande. Ce qui appartient au public, c'est pour ça qu'il faut contrôler les élus. Parce que ce qu'ils le font, ils le font en notre nom. Mais on a le droit de pas être d'accord. Bien sûr, on a le droit de pas être d'accord. Pas être d'accord avec vous. Moi je vais vous dire, mais au risque de choquer, parce qu'aujourd'hui c'est devenu, ce que vous dites est devenu le nouveau politiquement correct ambiant. Moi je suis nostalgique d'une époque où les hommes politiques n'étaient pas jugés sur leur transparence, leur... Je voulais juste vous réagissez, Fabrice Arfi. Regardez ce tweet. Est-ce que Mediapart paye certains informateurs pour être aussi bien alimentés en information? Jamais. Voilà. Nous n'avons jamais versé un centime pour une information. C'est comme la France qui ne paie pas de rançon. Oui, non. C'est ce qu'on dit. Je répète et je mets au défi quiconque, nous ne payons jamais. Revenons à la corruption. Jean-Luc Moreau, sur ces affaires, cette corruption est tentaculaire. C'est ce que dit Fabrice Arfi. D'ailleurs, on voit à l'image cette pieuvre avec ses tentacules. Est-ce qu'on a quelques chiffres? Alors justement, on a des chiffres mondiaux, qui sont des approximations. Et ce qui est terrible, c'est que la corruption monte partout dans le monde. On parle essentiellement de la France. Et il y a même eu une étude de la Commission européenne sur l'ampleur de la corruption à l'échelle européenne, qui chiffre, je ne sais pas comment ils ont fait leurs statistiques, à 120 milliards d'euros par an, le volume de la corruption qui ne cesse de grimper. On parle, je ne sais pas si vous êtes d'accord, parce qu'il y a différentes évaluations, beaucoup de chercheurs qui ont travaillé sur la question, de l'ordre de 30 milliards d'euros de corruption en France. Je ne sais pas si le chiffre est exact, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et si on rapporte par rapport au PIB de la France, on est en gros des moyennement corrompus par rapport à l'ensemble des Européens. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez les Danois, les Norvégiens, l'Europe du Nord qui est clean à peu près de façon totale. Et puis vous avez la Grèce, l'Italie, l'Espagne, jusqu'à la famille du roi Juan Carlos, qui est impliquée dans les affaires de corruption. Donc la France n'est pas propre, mais elle est, disons, elle est moyennement sale par rapport à ce qui se passe ailleurs.
J'essaye de montrer dans le livre, si nous prenons l'exemple de l'un des outils préférés du monde de la corruption, qui sont les paradis fiscaux, c'est-à-dire ces espèces de boîtes noires où échappe à la richesse des nations l'argent qui doit revenir à nous tous. Bon. Dans une étude a montré que, par la plus grande ONG en la matière, que l'argent placé dans les places offshore dans le monde, c'est 28 000 milliards de dollars. 28 000 milliards de dollars. C'est-à-dire que c'est le PIB cumulé des États-Unis et du Japon. Nous ne sommes pas sur un problème qui est à la marge de l'économie mondiale. Nous sommes 20 milliards, ce n'est pas la corruption. Non, c'est l'argent qui échappe à la richesse richesse des nations. Qui échappe à la richesse des nations. Ça n'est pas un problème marginal. Il est au cœur de l'économie. Toute la journée, on entend parler du ras-le-bol fiscal, de la dette, des déficits, de l'emploi. On ne peut pas considérer que ça n'a pas de lien avec la corruption. Quand un marché public est truqué, ça fait automatiquement augmenter les impôts. Oui, ce sujet est au cœur de votre livre. Il y a d'autres réactions, je voudrais vous les livrer. C'est une question. Fabrice Arfi parle depuis tout à l'heure de toutes les affaires. Est-ce que vous pourriez lui poser la question sur l'affaire qui concerne Mediapart à propos du fisc, hein? Alors c'est une question, c'est votre gros différend avec Bercy en ce moment. Je crois que c'est plus de 4 millions d'euros que Mediapart conteste. Et la question est simple, est-ce que vous estimez que vous devez avoir des privilèges ou des passe-droits? Ah non, pas du tout. Au contraire, la question fiscale qui anime Mediapart est un débat intellectuel passionnant entre la tension qui peut exister parfois entre le droit qui est avec nous et la loi qui a été contre nous. À tel point injuste cette loi que le Parlement, à l'unanimité, nous a donné raison, mais pas de manière rétroactive. À tout le monde, bien sûr. C'est un combat que nous avons mené pour tout le monde, évidemment. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Ce qui est hors la loi dans cette histoire, c'est pas Mediapart, c'est la France qui ne répond pas au canon de la jurisprudence européenne qui dit une chose très simple, puisque le débat fiscal porte sur la TVA. C'est pas une défense un peu... Mais non, ça s'appelle la jurisprudence... Mais attendez, écoutez-moi. La jurisprudence supranationale de l'Europe dit on ne peut pas faire une fiscalité différente pour un même service. Ce que nous plaidons depuis le début, avec l'accord et l'assentiment des autorités publiques, c'était qu'il devait y avoir une TVA identique pour la presse papier et pour la presse numérique. Et vous tenez tête encore, mais bien évidemment, nous sommes dans notre droit. Je peux dire la même chose avec d'autres mots, si c'est possible. Peut-être la conclusion, oui. Non, mais Mediapart a décidé pendant plusieurs années de ne pas, contrairement à la loi, de s'arroger une fiscalité à soi-même tout seul. Ça a coûté donc 4 millions d'euros. Avec l'assentiment des autorités. Mais on s'en fout, c'était contre la loi, c'est ça qui est incroyable. Merci, mais c'est un autre débat. Non, mais c'est pas grave. On va rappeler le titre de votre livre, Fabrice Arfi, Le sens des affaires, voyage au bout de la corruption. C'est chez Kalman Levy. Merci beaucoup d'être venu. Merci Geoffroy Lejeune, rédacteur en chef adjoint à Valeurs Actuelles. Et merci Jean-Louis Gombault pour votre analyse. La dernière page du 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé dans le tour de l'info. Regardez, c'est écrit ce soir et préparé par Agathe Pécastin. Ebola a atteint l'Espagne. Une aide-soignante est soupçonnée d'être porteuse du virus à Madrid. Ce serait la première contamination sur le sol européen. En France, l'inquiétude grandit. Ce matin, des parents ont refusé de déposer leur enfant à l'école, craignant la présence d'un élève de retour de Guinée. À l'Elysée, François Hollande recevait la présidente de l'Union africaine. Son discours se veut rassurant. Nous sommes en situation de pouvoir soigner si des cas se produisaient en France. Mais pour nous, ce n'est pas simplement une question française, c'est une question mondiale. Jules Bianchi se trouve dans un état critique, mais stable, selon le porte-parole de la Fédération internationale de l'automobile. Le pilote français a été victime d'un grave accident hier lors du Grand Prix de Suzuka, au Japon. Le jeune homme, âgé de 25 ans, a été opéré d'un œdème au cerveau la nuit dernière. Le prix Nobel de médecine a été décerné à 3 chercheurs spécialistes du cerveau, un américano-britannique ainsi qu'un couple de Norvégiens. Ils ont découvert les cellules cérébrales permettant à l'être humain de se repérer dans l'espace. Une sorte de GPS logé dans le cerveau. Une découverte importante pour les recherches sur la maladie d'Alzheimer. Kobané pourrait tomber aux mains des djihadistes. La 3e ville kurde de Syrie est assiégée par l'État islamique. Cet après-midi, les djihadistes ont hissé leur drapeau noir aux abords de la ville. Cette cité reste stratégique car frontalière avec la Turquie. Des tanks de l'armée turque prennent position sur la frontière à seulement quelques kilomètres. Et on termine avec le dessin du jour signé Plantu pour Le Monde. Le dessinateur s'amuse de la manifestation contre le mariage pour tous. C'est désormais la famille du président de la République qui semble en danger.
Et on arrive à la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, votre soirée documentaire sur Public Sénat avec un film intitulé Ombre sur le Saint-Siège. Alors qu'on a appris aujourd'hui la visite prochaine du pape François en France, eh bien on vous propose cette plongée dans le pontificat de son prédécesseur Benoît XVI. Belle et douce nuit à vous, à demain avec plaisir.